un article qui a été publié dans la revue du Crieur qui s'appelle Wikipédia ou la discrète neutralisation de l'antiracisme. Et pour cela, je vous prie d'accueillir la journaliste Siam Asbag qui a publié cet article. D'où il vient ce long article publié dans la revue du Crieur que vous pouvez tout à fait acheter en kiosque et je vous le recommande. Oui, alors, il vient d'un constat, tout à fait, personnel. En fait, il y a quelques années, je me suis, rendue compte que j'avais, une fiche, sur, Wikipédia, une biographie, que je n'ai pas écrite, en fait, que quelqu'un a écrite pour moi et que cette biographie était non seulement totalement à charge, mais en plus erronée. Il y a des informations alors je suis une militante antiraciste, je prends des positions publiques, sur la question du racisme systémique, de la colonialité du pouvoir et cetera et ça, je sais que ça suscite, des crispations en France donc qu'il y ait qu'un article, en fait, rende compte, du débat politique qui existe, ça, c'est pas un problème. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, il y avait des mensonges, des choses qui sont complètement, fausses et Par quand j'essaie exemple, je sais pas, ça peut être des trucs, hem, ça peut être des trucs, tout bêtes comme, j'ai arrêté de travailler pour aller voyager, faire le tour du monde. Bah, j'aurais bien voulu, mais c'est pas vrai. Et puis ça peut être des trucs un peu plus, tendancieux, comme, j'aurais participé à une campagne municipale pour un candidat de tel ou tel parti, alors que c'est pas vrai en fait. Je n'ai jamais fait campagne pour, aucun parti et si ça avait été le cas, je l'aurais, reconnu. Et en fait, en essayant de modifier ça, donc j'ai essayé de modifier. On m'a dit que c'était pas possible parce que les gens qui ont des fiches ne sont pas censés modifier eux-mêmes leur biographie, ce qu'on peut comprendre en soi. Mais donc j'ai envoyé un message à Wikipédia pour leur demander de faire des modifications en fait et de leur dire qu'il y avait des choses qui relevaient soit du mensonge, soit même de la diffamation, et pour ne pas dire même de l'injure, raciste. Et là, on m'a répondu que ce n'était pas possible en fait, que pour modifier, il fallait, avoir une source et que cette source soit donc celle, d'un grand journal, d'un média reconnu, d'un livre ou, d'une recherche universitaire. Mais alors du coup, se poser la question de, comment je peux démentir en fait, comment je peux avoir une telle source pour démentir des choses qui ne méritent pas un article universitaire, quoi. Et donc et, c'est venu et- et tu n'as pas accès à la rubrique portrait de Libé si facilement que ça. c'est exactement ce que je leur ai répondu, parce que c'était un peu le truc, c'est voilà, ouais, je peux pas appeler Le Monde, je n'ai pas ce pouvoir, appeler Le Monde ou Libé et dire: venez, on fait, un portrait» et en plus, c'est pas juste un portrait, c'est il faut dire ça dans le portrait pour que ce soit, mis et corrigé et en Et fait, je t'interromps encore, le chat demande quelles étaient les sources des informations fausses du coup. alors ça repose soit alors c'est ça qui est intéressant, ça repose soit sur des livres, donc par exemple des livres, il y avait notamment un livre qui était beaucoup cité, un livre écrit par Caroline Fourest. Le problème, c'est que quand on connaît un peu le personnage, c'est quelqu'un qui a déjà été, dont les mensonges ont déjà été démontrés et qui par ailleurs est une opposante politique. Donc si on se base juste sur ce que dit un opposant politique qui n'apporte aucune preuve à ce qu'il dit, et qu'on écrit une biographie sur cette base-là, ça pose question. Et puis après, il y avait des articles du Figaro, des articles de blogs obscurs parfois, ou même des articles d'autres médias, mais qui étaient des extraits qui étaient tronqués, ou modifiés ou réécrits un peu à la sauce des contributeurs. D'accord. Et en fait, oui, du coup, ça faisait un certain nombre d'années en fait que tu le mûrissais l'article, si je comprends bien. Alors, il y avait cette réflexion, surtout que c'était pas, que je me suis vite rendu compte que j'étais pas la seule en fait à être, visée par, de tels procédés et que, beaucoup de militants antiracistes, étaient concernés, mais aussi des journalistes, de nombreux journalistes, des groupes en fait, des groupes, des organisations, des associations, politiques, des médias, des sujets et cetera et donc c'est un des éditeurs du Crieur à qui j'en avais parlé, qui m'a dit il y a quelque temps, il y a plusieurs mois, écoute, ce serait peut-être le moment d'écrire un truc sur le sujet. D'accord. Et alors, comment tu t'y es pris tout simplement, journalistiquement parlant, parce que dans ton article, alors c'est une longue enquête parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont cités, y compris c'est Pierre-Yves Baudouin, je crois, qui est qui est une des figures de Wikipédia France, qui répond longuement notamment. Moi, je vais commencer par un truc qui moi m'a marqué. Que on va regarder tout de suite, c'est qu'en fait dans ton article tu compares les pages Wikipédia de gens qui semblent également polémiques si on se place sur une perspective neutre, c'est-à-dire que ces gens sont des personnalités polémiques
et que, bah, en l'occurrence, ils sont traités différemment selon qu'ils soient antiracistes ou d'extrême droite. Et on va les montrer parce que c'est toujours plus parlant, mais tu l'expliques très bien dans l'article. Il y a d'un côté Rokhaya Diallo. Alors bon, là on voit les innombrables bandeaux d'avertissement comme souvent sur les sujets sensibles, pour Wikipédia du moins, qui font l'objet de batailles d'édition, etc. Donc là on voit au troisième paragraphe en fait, de ce qui est l'intro, et tu t'attaches à ça parce que c'est souvent une chose c'est la chose la plus lue en fait d'une notice Wikipédia. Et donc là au troisième paragraphe on a ces prises de position sont à l'origine de diverses polémiques. On peut aller voir aussi Marwan Mohammad, donc là troisième paragraphe, Marwan Mohammad est une personnalité controversée. Et à l'inverse, tu pointes que si on va chez Eugénie Bastier, qui est pas du tout moins polémique que les deux autres, bah là, il n'est pas du tout marqué qu'elle fait polémique, il est marqué elle fait partie d'une jeune génération de journalistes se réclamant de la droite sociale et conservatrice. Et puis ensuite, il y a Yvan Rioufol, alors là, je vais montrer l'archive de l'époque où tu as écrit ton article, où il est marqué juste qu'il est journaliste, éditorialiste et essayiste français. Je précise aussitôt que Wikipédia étant Wikipédia, je suppose que tes appels ont eu un impact, et aujourd'hui, Yvan Rioufol, il est indiqué qu'il est connu pour ses prises de position conservatrices qui ont provoqué plusieurs polémiques. Alors on voit qu'on est dans conservatrice, Wikipédia n'ose pas dire raciste, alors que concernant Yvan Rioufol, il me fera un procès en diffamation s'il veut, mais il n'y a pas de problème. Il a pris des prises de position extrêmement racistes sur son blog. Il n'était pas du tout décrit comme ça. Et donc là, voilà, tu pointais une différence, en fait, qui est très difficile. On peut pas vraiment dire, ah bah non, elle raconte n'importe quoi si à Masbag. Je veux dire, la différence, elle est là. Et une fois que tu as fait ce constat, je veux bien que tu nous racontes, là, pour le coup, voilà, comment tu as essayé comment tu l'expliques déjà au niveau de Wikipédia, en fait. Bah, disons que je voulais pas partir, c'est un peu comme ça que j'enquête, c'est que je voulais pas partir avec mes a priori et partir de ma colère personnelle et écrire un article en partant de ça. Donc, ce que j'ai fait d'abord, c'est de créer un compte Wikipédia et de commencer à contribuer. J'ai essayé voilà, de mettre la main à la pâte, essayer de découvrir un peu tout l'écosystème wikipédien pour comprendre en fait, voilà, une fois qu'on se met dedans, qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes, comment ça fonctionne, est-ce que c'est facile, qu'est-ce qu'on peut voir. Donc ça m'a déjà pris plusieurs mois, voilà, de m'y mettre et puis de tenter aussi de contribuer sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets contentieux et sur des sujets qui sont un peu plus contentieux. Et en fait, du coup, on constate, c'est un peu ce que j'explique dans l'article, c'est que sur la très grande majorité des sujets, il n'y a pas de souci. Parce que si on écrit sur le poireau ou sur, je sais pas, sur la menuiserie, il n'y a pas de bataille politique qui s'organise en coulisses pour l'écriture de cet article-là. En revanche, dès qu'on commence à toucher à certains sujets, alors qui sont grosso modo certaines périodes de l'histoire, certaines polémiques contemporaines, certaines personnalités ou sujets qui font débat au sein de la société, et ben là c'est tout de suite très tendu. Et en fait, ce qui est l'un des points forts de Wikipédia, c'est que tout est transparent et tout est très très accessible, et en même temps tout change très vite. Du coup, j'ai pu remonter les différentes fiches et puis faire des comparaisons sur plusieurs sujets, plusieurs militants, personnalités. Et puis il y a des choses qui, oui, sont extrêmement frappantes. C'est-à-dire qu'on voit effectivement dit comme ça, ça peut paraître un peu fou, mais c'est une réalité, c'est que les militants d'extrême droite et les journalistes d'extrême droite sont mieux traités que les militants et les journalistes antiracistes sur Wikipédia. Mais quand je dis mieux traités, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux traités. Et ça se voit à la fois sur le contenu, mais aussi du coup sur la disposition, la composition même de la fiche. Oui, tu parles notamment dans ton article du fait que les militants antiracistes ont beaucoup plus de points. De Wikipédia, il y a les polémiques et en gros, pour certains, c'est des listes interminables, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres, alors qu'une recension minutieuse pourrait aboutir à des listes de taille comparable. Bon là, les exemples, voilà, Rokhaya Diallo, Marwan Mohammad, Eugénie Bastier, Yvan Rioufol, c'est effectivement assez significatif parce qu'Yvan Rioufol, il faisait une polémique par semaine avec ses billets de blog, un peu moins maintenant, mais à l'époque c'était beaucoup le cas. Là où ça avait peut-être toute sa place dans la revue du crieur, c'est qu'en fait tu remontes à la sociologie de Wikipédia pour l'expliquer, entre autres, quoi. Et en fait, c'est quoi la sociologie des Wikipédiens? Plutôt des Wikipédiens d'ailleurs, j'aurais tendance à dire, que des Oui. Wikipédiennes.
Oui, c'est majoritairement des hommes. Il y a eu un effort de fait sur la féminisation. En tout cas, il y a des choses qui s'organisent au sein de Wikipédia avec une vraie volonté de féminiser davantage en fait les contributeurs. Mais le constat, oui, c'est celui-ci, c'est que la très grande majorité des Wikipédiens sont des hommes blancs, CSP+, avec un fort intérêt pour le savoir, la transmission de savoir. C'est beaucoup des geeks aussi. C'est à l'échelle mondiale, c'est énormément des occidentaux. Voilà, il y a un prisme occidental dans la fabrication en fait du savoir sur Wikipédia. Et après, politiquement, c'est des gens qui sont plutôt au centre. Voilà. Quand j'ai essayé de creuser un peu pour savoir le positionnement politique, c'est plutôt, on est voilà dans quelque chose d'assez centriste et dans quelque chose qui du coup reprend en fait toute l'idéologie dominante sur un certain nombre de sujets et qui ne va pas aller, qui va tout simplement être extrêmement conformiste sur plein de sujets de société et plutôt du coup aller vers une sorte de préservation quoi de l'ordre établi. Et puis après, il y a ce constat, mais il y a des choses aussi, comme je le disais, qui se passent avec plusieurs projets qui ont été mis en place. En citer deux, je pense que ça peut être intéressant. Il y a notamment le projet Les 100 pages, SANS, page et puis comme page, qui a été créé en 2016 de mémoire et dont l'objectif est de féminiser en fait justement à la fois le profil des Wikipédiens, mais aussi les pages, parce que on s'est vite rendu compte qu'il y avait davantage de biographies d'hommes que de biographies de femmes et que voilà, il y avait une absence en fait de femmes sur le contenu en fait sur Wikipédia. Et il y a une deuxième initiative qui a été créée en 2019 qui s'appelle Noircir Wikipédia. Et comme le nom l'indique, la volonté en fait, c'est de visibiliser l'histoire, les luttes, les cultures, les personnalités afrodescendantes qui, pour les raisons précédemment citées, étaient extrêmement peu visibles en fait sur Wikipédia. Et ben c'est super intéressant que tu parles de ces projets parce qu'en fait moi j'avais traité notamment des 100 femmes à l'occasion de la page Wiki. Enfin il y avait eu une page Wikipédia une femme qui était sur le Wikipédia parodique et ça m'avait donné l'occasion de parler de ce projet. Et en fait ce qu'on m'avait dit à l'époque c'était que et c'est ce que tu dis dans ton article d'ailleurs sur un autre sujet, mais c'est qu'en fait passer ce premier échelon sociologique des Wikipédiens eux-mêmes, en fait, il y avait un deuxième échelon qui était finalement encore plus pernicieux, qui était que Wikipédia s'appuyant sur on va dire entre guillemets des sources fiables, c'est-à-dire en très grande majorité des médias, les projets du type Les 100 femmes ou Noircir Wikipédia s'affronter en fait immédiatement pour les concernant au manque de sources. C'est-à-dire que effectivement, pour faire un portrait de femme, il fallait des papiers de médias sur les femmes, sauf qu'il n'y avait pas de papiers de médias sur les femmes. Donc voilà, il y avait une espèce de cercle vicieux et tu l'as reconstaté cette fois-ci à propos de l'antiracisme, c'est qu'en fait, il y a les militants antiracistes et leurs pages Wikipédia et les causes antiracistes en fait subissent deux fois une sociologie plutôt masculine, plutôt blanche, plutôt on va dire plutôt CSP+, plutôt conformiste, puisque avant même qu'on en arrive au choix des Wikipédiens, les sources médiatiques le déterminent. Je veux bien que tu élabores un peu, que tu nous expliques un petit peu comment parce que t'es vite remonté finalement dans ton article, c'est un peu le cheminement que tu suis, et à la fin on arrive à la responsabilité des médias. C'est pour ça que tu es là, en fait. Comme souvent, oui, en fait, c'est vrai, parler de la sociologie des Wikipédiens, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est ce que répond Wikipédia. C'est grosso modo, nous, nos contenus reposent sur des sources. Alors en fait, il existe différents types de sources qui sont valables sur Wikipédia. Il faut savoir qu'on ne peut pas publier un paragraphe comme ça sans qu'il soit vérifié et vérifiable. Vérifiable, c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer donc sur des sources sûres, ce qu'on définit comme des sources sûres, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ou bien des livres, des livres qui ont été publiés dans des maisons d'édition, ou bien des articles de presse. Et attention, pas n'importe quel article de presse. Il faut que ce soit des articles qui ont été publiés dans des médias mainstream, dans des médias reconnus. Ça peut pas être normalement. Ça ne peut pas être de petits blogs ou des médias indépendants, mais dont le professionnalisme, grosso modo, n'est pas reconnu. Assuré, oui.
Et voilà, n'est pas assurée. Et la troisième source, c'est les recherches universitaires. Donc, des articles scientifiques publiés notamment sur Cairn ou sur d'autres sites, mais voilà, avec une crédibilité scientifique. Et du coup, ben, on imagine bien quel est le problème en fait, le problème qu'il y a à se reposer sur ce type de source. C'est-à-dire que quand un sujet qui existe n'est pas traité par ces sources-là, et ben sur Wikipédia, il n'existe pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyen de le vérifier. Donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, c'est que s'il y a une hégémonie narrative dans la manière de traiter un sujet, eh ben, on va retrouver en fait cette narration hégémonique sur la fiche Wikipédia, évidemment. Donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes, bah, notamment sur la question de l'antiracisme. Ça me semblait être une bonne porte d'entrée. En fait, quand on voit la manière dont sont traitées les luttes antiracistes et les militants antiracistes dans le débat public de manière générale, eh bien, la conséquence, c'est que on retrouve exactement les mêmes biais sur cette encyclopédie numérique. Je vais donner un exemple. Alors, c'est un petit peu moins le cas maintenant, étonnamment, mais à un moment, la presse de droite était absolument passionnée par Rokhaya Diallo. Et en gros, à chaque fois que Rokhaya Diallo ouvrait la bouche pour dire quelque chose, ça faisait un édito dans le Figaro. Hein, voilà, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et donc, évidemment, à ce compte-là, il est beaucoup plus facile d'alimenter une page sur les polémiques autour de Rokhaya Diallo que, je sais pas, d'alimenter une page sur les polémiques autour de Génie Bastier, dont les propos restent... on en reste souvent à des critiques sur Twitter, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de médias, je crois même à gauche, il n'y a pas de médias qui fassent profession de faire des micro-articles sur chaque fois que Génie Bastier ou Yvan Rioufol disent un truc scandaleux. Et donc, ben, en fait, il n'y a pas de polémique, enfin, il y a pas il y a pas de paragraphe sur la polémique qui peut avoir lieu, puisqu'au mieux, on peut dire qu'il soutient telle position, en liant vers son article, son billet de blog, son éditorial, mais il n'y a pas, je sais pas, deux éditos, Edoui Plenel qui s'indigne, enfin voilà, il y a pas de source, il y a pas de source pour Wikipédia, en fait, sur ces sujets-là, donc c'est effectivement, enfin, voilà, je reviens à la question de la liste de polémiques, c'est que, on voit bien là que ce traitement médiatique a une influence finalement très directe sur ce que peuvent faire ou pas les Wikipédiens au-delà de leurs propres questions sociologiques. Et du coup, je voudrais revenir à ça, c'est que toi, qu'est-ce que tu as constaté? Parce que visiblement, tu t'es plongé dans les batailles moi, ça s'appelle comme ça, c'est les batailles d'édition autour des articles. Et je me demandais ce que tu avais constaté, notamment sur ces sujets-là. Est-ce que la parole des militants antiracistes, enfin voilà, les Wikipédiens peuvent être militants antiracistes, ça n'est pas interdit, est accueillie positivement tant qu'elle respecte les règles de Wikipédia, ou est-ce qu'il y a une frilosité naturelle à ces sujets-là lors des batailles d'édition? Bon, il y a une frilosité. Il y a une très grande frilosité, ça c'est sûr, mais il y a encore une fois, il y a des espaces de résistance et des espaces de débat. Le problème, c'est qu'on se retrouve vite face au mur quand il faut des sources pour alimenter en fait ce qu'on veut mettre en avant. Donc c'est à chaque fois le serpent qui se mord la queue. S'il n'y a pas de source, les batailles d'édition sont toujours en notre défaveur, évidemment, puisque voilà, même le contributeur qui n'est pas forcément, qui est plutôt réticent à traiter des questions antiracistes, eh ben, il va nous dire, bah, vous voyez, c'est pas moi en fait, c'est qu'il n'y a pas de source sur la question que vous soulevez, il n'y a pas de source fiable, etc. Donc on peut pas le mettre. Et après, c'est pour ça que la question de la sociologie, elle est aussi intéressante. C'est ce que tu disais, par exemple, sur Yvan Rioufol et Rokhaya Diallo. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'articles polémiques qui sortent sur Rokhaya Diallo. En fait, tout simplement, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, ça donne lieu à une polémique, qui donne lieu à une alimentation médiatique, qui donne lieu à des répercussions sur Wikipédia. Mais il y a aussi beaucoup d'articles sur Yvan Rioufol, mine de rien. J'en ai cherché, j'en ai trouvé beaucoup qui reprennent en fait aussi des polémiques qu'il a créées et auxquelles il a participé, des polémiques clairement racistes et qui pourtant ne vont pas forcément apparaître sur sa fiche Wikipédia. Et c'est là où on en revient à la sociologie et aux groupes politiques qui s'organisent sur Wikipédia, puisqu'après, il y a très clairement des volontés, en fait. Il y a très clairement des raids, en fait, qui s'organisent et du coup, qui vont plutôt aller pourrir la page de Rokhaya Diallo que celle d'Yvan Rioufol. Donc, encore une fois, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. D'accord, donc si je comprends bien, les militants de gauche et antiracistes sur Wikipédia
ne prennent pas assez de soin à aller pourrir les pages des polémistes d'extrême droite en rappelant l'ensemble de leurs polémiques médiatiques. Peut-être qu'ils ont autre chose à faire, en fait, si je comprends bien. Oui, mais c'est surtout que c'est surtout qu'il n'y a pas suffisamment de militants de gauche et antiracistes, je pense, sur Wikipédia en tant que contributeurs. Ça, c'est la première chose, mais ça tient aussi aux réalités, aux conditions matérielles d'existence, quoi, aux réalités socio-économiques. On sait que si c'est le profil CSP+, qui contribue le plus à Wikipédia, c'est parce qu'il y a ce capital socio, enfin voilà, parce qu'il y a une question de temps, il y a une question de capital socio-économique, etc., qui rentre en ligne de compte et qui n'est pas forcément la réalité de l'autre côté. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le but pour des militants antiracistes ou pour tout militant de gauche qui voudrait contribuer à Wikipédia, le but, c'est pas du tout d'aller pourrir les pages de l'extrême droite ou de la droite. Enfin, je trouve qu'il y a tellement d'autres choses à faire que ça. Mais du coup, c'est plutôt ce que font les militants d'extrême droite, d'aller pourrir les pages de militants antiracistes ou de militants de gauche. Oui, ça semble être une stratégie quand même relativement efficace. Enfin, typiquement, je vais remontrer la page de Rokhaya Diallo. En général, quand on voit ça sur une page Wikipédia, on commence à se dire ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que vraiment. Enfin, voilà, je note que Génie Bastier, il n'y a visiblement pas de bataille d'édition en cours sur la page, que tout se passe très bien. Marwan Mohamed non plus d'ailleurs là, Yvan Rioufol, pas non plus actuellement. C'est vrai que ça, c'est quand même, il n'y a pas tant de pages Wikipédia que ça qui sont concernées par des gros encarts de ce type-là. Et bon, Rokhaya Diallo est peut-être pas non, enfin, n'est peut-être pas une personnalité si ça n'est pas Emmanuel Macron, quoi, je veux dire. Je serais pas choqué par de tels panneaux. Enfin, en fait, c'est très significatif d'une bataille d'édition en cours et de manifestement de longue date. Donc, toi, quel conseil tu donnerais quel conseil déjà tu donnerais aux gens qui sont déjà sur Wikipédia, aux gens qui contribuent à Wikipédia et qui voudraient, voilà, fait éviter les travers que tu décris dans ton article de la revue du Crieur, dont je vais remettre le lien d'ailleurs. Mais en fait, il y a ce que peuvent faire les gens, les Wikipédiens ou les gens qui souhaitent contribuer à titre individuel. Et puis, il y a surtout des améliorations collectives, en fait, qui doivent être menées par la communauté wikipédienne. Alors, pour les premiers, je pense qu'il y a des sujets des sujets ou des thématiques en fait qui mériteraient une attention particulière sur Wikipédia. Donc, je pense notamment à toutes les questions liées au racisme, mais même au féminisme, au combat des minorités de manière générale, à certaines périodes de l'histoire aussi qui subissent des attaques parfois effrayantes et des formes de révisionnisme ou de négationnisme aussi sur Wikipédia. Même si ça s'est corrigé beaucoup plus rapidement, ça dit quand même quelque chose de l'ambiance générale. Donc, le conseil, ce serait de choisir un sujet et d'aller créer du contenu dessus, d'aller améliorer des pages. Tout le monde peut contribuer à Wikipédia. En fait, il faut apprendre les règles. On peut faire des tests. Voilà, il faut compter quelques jours pour une bonne prise en main, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper stimulant. Et il y a plein de sujets à aller nourrir, en fait, auxquels on peut apporter d'autres sources. Et parfois, c'est notamment un test que j'avais fait au tout début quand j'ai commencé en fait l'enquête. J'ai choisi un sujet qui était extrêmement polémique et extrêmement médiatisé à ce moment-là. Donc ça remonte à la fin de l'année 2021. Et quand je suis allée sur la page Wikipédia, je me suis rendu compte que tout était à charge et complètement déformé. C'était quel Et sujet? je préfère pas dire pour garder l'anonymat de mes contributions, D'accord. mais disons que c'est un sujet, qui a occupé énormément l'espace médiatique et politique ces derniers mois et ces dernières années. Voilà, c'est une thématique en fait. Et c'est une thématique qui est très très mobilisée par l'extrême droite ou le camp réactionnaire, quoi, de manière générale. Et en fait, sur la définition et l'historique et la description qui était donnée sur la fiche Wikipédia, c'était voilà, non seulement complètement à charge, mais en plus erroné. Enfin, ça donnait une seule vision de la chose. Et en fait,
j'ai pas cherché à supprimer, j'ai pas cherché à tout supprimer ou à tout modifier parce que ça, c'est pas possible de faire ça sur Wikipédia où c'est extrêmement, compliqué. Il faut déjà être, très bien installé. Par contre, eh ben, j'ai juste cherché à ajouter à chaque fois qu'il y avait une source qui me paraissait, erronée ou qui me paraissait complètement biaisée, à ajouter une source universitaire ou une source journalistique, plus fiable qui permettait de nuancer un peu le propos. Et ben, juste ça, ça a permis de rééquilibrer un petit peu, la page et c'est des choses qu'on peut tous, faire et qui permettent de, faire en sorte que quand quelqu'un arrive sur ce sujet-là, il ne soit pas bassiné avec une seule, vision, des choses. Voilà ce qu'on peut faire à titre, individuel. Après, à titre collectif, moi, je pense que Wikipédia gagnerait à repenser entièrement la question des sources et la question de, ce qui est une source fiable. En fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de médias qui font un super travail, très professionnel, qui sont des médias, indépendants, des petits médias, qui travaillent sur des sujets, qui ne sont pas ceux, qui ont la préférence des médias, mainstream et en fait, ce serait important que ces médias-là soient que leur contenu soit reconnu comme des sources de qualité, quand ce sont des sources de qualité. Ça permettrait de nourrir, le débat, de nourrir la réflexion et d'apporter en fait d'autres points de vue, d'autres savoirs qui ne sont pas présents. Parce qu'aujourd'hui, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que par exemple, si un média comme, je sais pas, je vais dire BFM TV au hasard, écrit quelque chose et qu'en face, Street Press ou le Bondi Blog est donné dans le chat, publie autre chose, si ça donne lieu à une bataille d'édition, le plus grand média risque de l'emporter? Ah oui, totalement, Ah oui, totalement. Entre d'accord. une le Bondi Blog est un très bon exemple puisque de toute façon, même la page du Bondi Blog est à charge. Il faut aller la lire, voilà, on sent bien l'offensive politique qu'il y a, derrière en fait, et qu'ont voulu porter ceux qui ont écrit la page, dédiée au Bondi Blog. Bon, mais par ailleurs, le Bondi Blog n'est pas considéré en fait comme une source, super fiable. Donc évidemment qu'entre par exemple un article du Figaro et un article du Bondi Blog, oui, on préférera quand même un article du Figaro. Et d'ailleurs, Le Figaro est l'un des médias les plus cités. Et ça tient pas, alors pour le coup, ça tient pas juste à une orientation politique, ça tient aussi au fait que Le Figaro publie énormément d'articles, qu'il y a énormément de moyens, d'articles en accès libre sur tout un tas de sujets. Donc, ce qui fait que c'est un média qui est hyper bien référencé. Ah oui, puis Mais je suppose que dans les débats, l'article en accès libre, enfin, donne une simplicité pour que tout le monde examine le problème que n'a pas un article, on va dire, allez, au hasard d'arrêt sur image, ou le tien de la revue du Crieur, on va voir comment il va être utilisé par Wikipédia, parce que comme souvent les articles sur Wikipédia sont utilisés sur Wikipédia. Et donc là, effectivement, si jamais il y a une polémique autour du truc, l'article en accès libre aura tendance à être mieux considéré finalement que celui que un ou deux contributeurs seulement peuvent lire, c'est ça? exactement, exactement. C'est ce qui explique, par exemple, que sur plein de sujets où, pour le coup, ce serait très utile de citer Mediapart ou Arrêt sur Image, par exemple, parce que j'avais essayé de les citer. Voilà, Heu, flattons-nous. comme les articles ne sont pas en accès libre, et ben, on va demander en fait, le contributeur en face qui veut, effacer cette source-là, va dire: «Bah non, désolé, ça marche pas, c'est pas en accès libre» Ah oui, et donc c'est des arguments qu'on a pu te renvoyer. bien sûr, oui, parce que et d'un côté, c'est compréhensible aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté, de la communauté wikipédienne de rendre tout, extrêmement accessible, tout transparent et de tout pouvoir vérifier. Donc c'est vrai que de mettre en lien un article, dont l'accès est limité, bah, c'est clair que ça, bloquera en fait la transmission de l'information, totale aux personnes qui liraient. Mais il y a peut-être un travail à faire de ce côté-là, avec les médias comme Arrêt sur Image et Mediapart, qui pourraient passer une sorte de partenariat avec Wikipédia. C'est d'ailleurs, j'allais vous envoyer un mail pour ça, parce que en fait, s'il y a une mise à disposition en fait des articles, des articles en fait qui sont payants, la communauté wikipédienne aura plus de facilité à les utiliser et ça nous permettra en fait du coup d'avoir d'autres types de sources que Le Figaro ou CNews sur certains sujets. Ah oui, donc il faudrait des systèmes peut-être d'accès spécifiques en cas de, enfin qu'un administrateur de Wikipédia par exemple puisse Exactement. accéder à notre média pour vérifier ce qui est dit en cas de bataille d'édition. Enfin voilà, c'est vrai qu'on
enfin, nous, en général, sur Wikipédia, on est plutôt cité sur les sujets sensibles, effectivement. Donc, bah, si jamais il y a des gens qui sont administrateurs ou administratrices de Wikipédia ici, j'essaierai de taguer. C'est Jean-Yves Baudouin, je crois. J'essaierai de le taguer, qu'il fasse passer le message. Je crois pas que la rédaction aurait d'opposition fondamentale à ça. Effectivement, moi là, pour le coup, je découvre pendant cette interview ce cas-là, c'est-à-dire qu'effectivement, un média payant a moins d'impact qu'un média avec beaucoup d'articles gratuits. Ah oui, alors, et je confirme que le Figaro publie un nombre d'articles gratuits qui est absolument considérable. Donc ça, mine de rien, on néglige, enfin, je négligeais l'influence que ça leur donne sur quelque chose comme Wikipédia, sur énormément de sujets en fait. Ouais. Et alors, du coup, concernant les grands médias, que pourrait-il enfin, voilà, en fait, on en revient au problème pas insoluble, mais à la question de la sociologie des médias, qui fait que bah, finalement, il y a des sujets. Parce que souvent, on parle de fatigue informationnelle, il y a trop d'informations, etc. Et moi, j'ai plutôt une perspective inverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, sur certains sujets, oui, il y a énormément de journalistes sur le même sujet, mais en fait, il y a énormément de sujets en France et dans le monde, mais on va se restreindre à la France, qui sont pas couverts, en fait, ou très mal couverts, ou très peu couverts. Enfin, je veux dire, Arrêt sur Image est un bon exemple de ça, Mediapart aussi. Combien de sujets on couvre où en fait, on est seul. Il y a juste notre article et il y en a pas un avant, il y en a pas un après. Et donc, effectivement, bah, dans ces cas-là, enfin voilà, l'information est pas si, on n'a pas tant d'informations, on n'est pas noyé sous l'information. En tout cas sur beaucoup sur certains sujets, notamment bah, là typiquement sur l'antiracisme, on est noyé mais que d'un côté, on va dire. C'est assez unilatéral comme noyé, comme vague. Et j'avais une dernière question, c'est que toi quand tu as échangé bah, typiquement avec Jean-Yves Baudouin, tu as eu l'impression qu'ils étaient... Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont réceptifs à ces critiques, ou est-ce que ou est-ce que les gens sur Wikipédia ils se crispent vite, ou finalement ils sont plutôt ouverts à Non, entendre ça? non, ils sont plutôt très ouverts. J'ai fait énormément d'entretiens, donc à la fois avec des membres de l'équipe Wikimedia, qui est l'association qui n'est pas Wikipédia en fait, mais qui gère la promotion en fait et la gestion de Wikipédia. Non, ils sont très ouverts. Ils sont très conscients aussi des limites et des critiques qu'on peut émettre contre Wikipédia. Donc, il y a une vraie volonté pour certains aussi d'essayer d'améliorer les choses, très clairement. Après, voilà, ils disent ils se rendent bien compte aussi des limites qui sont aussi liées à la manière dont fonctionnent les médias. Oui, il y a Molkin qui dit finalement la sociologie des médias et des contributeurs de Wikipédia est la même. Ça se rapproche, ouais, si j'ai bien compris. Oui, mais pour moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la question de la sociologie. Ça n'explique pas tout. En fait, on pourrait avoir, par exemple, un média composé principalement de blancs CSP+, qui pourrait faire un très bon travail sur un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, voilà, il en existe plusieurs. Bah, Mediapart et Arrêt sur Image sont quand même n'échapperaient pas aux critiques de la sociologie. Et ça ne les empêche pas, sur un certain nombre de sujets, de fournir un travail de qualité. Donc, je pense qu'il ne faut pas le limiter à la question de la sociologie, même si elle est extrêmement importante. Il y a aussi, de manière beaucoup plus générale, l'attention portée à certains sujets, peu importe d'où on parle en fait, l'attention portée à certains sujets et la conscience aussi de ce qui pourrait être problématique ou utile comme thématique. D'accord. Bah, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu ajouter que je t'ai pas laissé l'occasion de dire ou qui te semblait important, soit par rapport à bah, Wikipédia elle-même, ou aux médias, soit par rapport à la réalisation de ton article? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué quand t'as bossé dessus et que je t'ai pas fait dire? Non, mais juste, enfin, c'est vrai que c'est un objet particulier Wikipédia parce que on, on est toujours dans l'entre-deux. C'est à la fois, il y a plein de critiques à émettre, euh, et en même temps, c'est un formidable outil. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis rentrée dedans un peu, comme je disais, très en colère. Donc, qu'est-ce qu'il raconte sur moi et avec les conséquences que ça, des conséquences terribles, à la fois professionnelles, etc. et tout. Et en même temps, c'est une superbe aventure, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des centaines de personnes, des milliers même dans le monde qui contribuent comme ça anonymement à partager, à transmettre des savoirs et qui le rendent accessible, libre. Il y a quelque chose, moi je trouve, une utopie que je trouve magnifique.
qui n'échappe pas aux critiques et aux limites qu'on peut émettre contre en fait l'ensemble des espaces, des lieux de production du savoir et de l'information, quoi. L'œuvre est belle. Moi, j'ai passé beaucoup d'heures sur Wikipédia. J'ai jamais vraiment contribué, parce que j'ai toujours été un peu effrayé par la courbe d'apprentissage initiale des quelques jours. Mais par contre, je suis un très grand consommateur. Et il y a Ne me fait pas rire qui dit après, encore heureux qu'un média comme Le Monde, Le Figaro ou Libé a plus de poids dans Wikipédia que le Bondi Blog ou toute autre gazette moins installée dans le temps et donc en termes d'expérience journalistique professionnelle. Je vais me permettre de parler d'abord. Je suis en total désaccord avec ça. Parce que, en fait, pour travailler à Arrêt sur Image, premièrement, au sein d'un même journal, il peut y avoir des gens extrêmement compétents, des gens beaucoup moins compétents. Donc c'est très compliqué, notamment dans les grosses rédactions. C'est très très compliqué. Parfois des services d'ailleurs qui sont plus compétents que d'autres. Par exemple, je peux vous dire, parce que j'en parle régulièrement ici à cause du Covid, mais en gros le Figaro, Santé Médecine, c'est plutôt propre. C'est plutôt des articles de qualité. Par contre, je vous invite à vous méfier très fortement des articles du Figaro hors de la rédaction Santé Médecine sur la santé et la médecine. Parce que là, on va être sur du papier web un peu plus torché, où le service santé n'est pas forcément dans la boucle. Et donc là, on voit bien, par exemple, qu'une gazette comme Prescrire, qui est le premier journal indépendant de la santé et de la médecine, pourrait être jaugé comme moins compétent que le Figaro, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et c'est pareil, typiquement, sur le Bondi Blog, a fait preuve de son professionnalisme, bien que ce soit une petite rédaction, bien qu'elle soit... je pourrais aussi parler d'Acrimed, qui est une association, qui est même pas, on va dire... uniquement, qui est d'abord une association avant d'être un média et qui fait de la critique des médias et qui est hyper pertinent depuis plus de 25 ans. Il n'y a aucune raison qu'il soit moins considéré que Le Monde, par exemple, sur la critique des médias. Et je sais pas ce que tu en penses, peut-être tu as ta réponse à faire aussi, toi, Siam, du coup, à ça. Non, je suis évidemment d'accord. Et en plus, surtout sur un certain type de sujet, je suis désolée, mais il y a des articles qui ont été publiés dans de grands médias et qui sont catastrophiques, qui ont reposé sur des informations fausses, erronées, déformées. Donc, c'est pas l'installation historique ou la notoriété du média qui fait sa qualité. Et je pense que le travail d'un certain nombre de médias indépendants ces dernières années nous l'ont montré. Donc, autant il peut y avoir, c'est pas un rejet total des médias mainstream ou des médias dominants. Il y a des fois de belles productions qui peuvent en sortir, mais il faut pas pour autant rejeter le contenu en fait que peuvent produire d'autres médias plus petits, plus récents, mais avec une vraie rigueur journalistique et un vrai intérêt pour les sujets qu'ils traitent. Eh bien, espérons que ça inspire les discussions qui ont lieu sur les pages je sais qu'ils ont des pages pour leurs sources chez Wikipédia, justement pour discuter de ces sujets-là. Espérons que ça les nourrisse. Et puis, surtout, merci beaucoup. Je vous invite tous une troisième fois à acheter la revue du Crieur. L'article est passionnant, c'est un très gros papier, une grosse enquête. Moi, j'y ai appris plein de choses. On a fait qu'effleurer le sujet ici. Il y a plein d'autres choses à lire dans l'article. Merci beaucoup d'être venu dans des délais toujours très courts pour Proxy. Merci beaucoup. Et puis à bientôt peut-être pour une autre enquête. Oui, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.